Nous sommes sur le salon IT Partner pour ce deuxième live du salon et je reçois tout de suite Mathieu Letreux, directeur général de Sysvalley. Bonjour Joanne. Bonjour. Alors on va rappeler qui est Sysvalley, un intégrateur. Alors Sysvalley, c'est une ESN dont le siège est en région bordelaise, sur le site du Haillan. Qui est spécialisé dans le cloud computing, le développement d'applications métiers. On est 160 collaborateurs et on fait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et vous avez une année 2020 qui se présente pas mal. Alors 2021, c'est effectivement une année de forte croissance pour nous, une croissance qui est drivée à la fois par les services managés. Et puis, on a noté également une grosse reprise d'investissement chez nos clients qui ont investi autour des infrastructures. Et donc, voilà. Donc, on est plutôt sur une tendance croissance à 2 chiffres, un peu en avance par rapport à notre plan de marche. Des infrastructures qui avaient souffert l'année dernière. Ah, et 2020, oui, à partir de mars dernier, on a senti effectivement une nette chute des investissements de nos clients. Ça a repris en début d'année de manière très importante. C'est les projets qui ont été gelés, qui ont repris. Gel des projets et puis après la reprise aussi d'investissement chez des nouveaux clients ou des prospects de l'entreprise qu'on n'avait pas forcément identifiés l'année dernière. Et pourquoi les services managés ? Les services managés, il y a une forte croissance, une demande des clients de plus en plus d'externaliser leur système d'information dans le cloud. Et c'est un axe qui leur permet de se concentrer sur leur métier et de pouvoir bénéficier de l'expertise mutualisée de nos équipes. Alors vous avez un succès marquant récent, c'est la construction de votre nouveau siège social. Oui, alors plusieurs événements cette année. Effectivement, en avril 2021, nos collaborateurs ont intégré notre nouveau siège social au Haillan. Donc c'est un siège social qu'on a fait construire effectivement pour le bien-être de nos collaborateurs. C'est un siège éco-responsable avec effectivement la certification BREEAM, qui est une certification éco-responsable. Toit végétalisé, une serre bioclimatique, un parking où effectivement nos collaborateurs peuvent recharger leur véhicules électriques, des espaces collaboratifs. C'est un peu un mini Google en termes de conditions de travail. Et donc effectivement, c'est vraiment un outil de fidélisation et de recrutement dans une période où il est très dur d'attirer des ressources aujourd'hui sur le marché. Adapté à une nouvelle façon de travailler, le flex office, c'est quelque chose que vous faites ? Flex office, mais aussi c'est surtout, alors on souhaite encourager les collaborateurs à venir travailler sur le site. Mais bien évidemment, on pratique le télétravail, mais en tout cas, ce siège nous a apporté énormément de qualité de vie au travail. Donc ça, c'était un de nos enjeux. Et puis également, on a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé sur la réduction de l'empreinte écologique de notre activité des data centers, réduire la consommation énergétique de nos data centers par des investissements, des améliorations à l'intérieur de nos data centers. Par exemple, le choix, la rénovation d'infrastructures qui consomment moins, qui prennent moins de place. On a également conclu un partenariat pour notre data center de Bruges qui est maintenant 100% alimenté en énergie verte. Donc ça, c'est un travail qu'on a mené avec nos partenaires. Un contrat avec le fournisseur d'électricité ? Exactement, qui s'est engagé à nous fournir de l'énergie 100% verte. Ça, c'était un point. Puis également, on a dans cette optique de réduire notre empreinte écologique, on a également développé un partenariat avec l'association Emmaüs Connect. Et on les accompagne dans leur lutte contre l'électronisme. Donc on a trouvé en tout cas un engagement associatif qui est complètement compatible avec notre activité. Donc ça se traduit par des dons financiers puis des dons de matériel qu'ils recyclent pour les personnes défavorisées. Un partenariat qui a démarré cette année ? Tout début d'année, ouais. Tout début d'année 2021. Alors vous avez une difficulté, c'est le recrutement ?
Ouais, on a eu 4 mois. Alors je vous dis, il y a eu une reprise forte début janvier. On a eu 4 mois très difficiles où on avait du mal à fournir de la ressource pour suivre notre prise de commande. Donc on a eu un gros travail avec l'équipe RH de CIS Valley que je félicite d'ailleurs, tous les managers et puis un programme de cooptation. On a mis nos collaborateurs dans la boucle pour participer à cet effort de recrutement et on a offert jusqu'à 1 000 € à nos collaborateurs quand ils arrivaient à faire venir un nouveau collaborateur dans l'entreprise. Ça a marché. Et depuis juin, on s'est remis à flot et on a la bonne voilure pour opérer nos services. Alors j'ai vu que vous aviez un nouveau partenaire, ou en tout cas renforcé un partenariat avec Huawei. Oui, c'est exact. Alors globalement, on n'a pas cherché non plus à ouvrir beaucoup de partenariats. Notre ambition, c'est plutôt de renforcer les partenariats existants. Nos partenariats avec Dell, avec HPE notamment, qui va prendre un peu plus de part de marché chez nous, mais également effectivement Huawei qui est très performant notamment sur le stockage et qui a une belle croissance chez CIS Valley et avec qui on a gagné de gros marchés. Et donc on a eu la certification Gold Partner qui récompense, on va dire, le travail de nos experts qui sont certifiés maintenant sur ces technos. Et puis le volant de chiffre d'affaires que l'on fait avec eux qui nous a permis d'atteindre cette certification. Et vous développez votre catalogue de services Azure. Oui, alors ça c'est l'enjeu. On souhaite être positionné comme un acteur référent du multi-cloud en France. On a choisi Microsoft en tout cas pour opérer ce virage vers le multi-cloud. Et donc j'ai recruté début juin un nouveau directeur technique qui est en charge le développement de ces offres, Eric Zinierski, qui nous a rejoint et qui fait partie du comité de direction de CIS Valley. Et vous avez un partenariat industriel en cours de closing, vous pouvez nous en dire plus ? Alors aujourd'hui, CIS Valley fait partie d'un groupe, Actual Invest, qui pèse 75 millions d'euros. Alain Cadot, depuis 2016, Alain Cadot, notre président, depuis 2016, recherche effectivement des synergies avec plusieurs objectifs. Dépasser les 100 millions d'euros, qui est une barrière psychologique qui rassure en tout cas nos clients, nos clients cibles. Et puis surtout développer effectivement, compléter nos expertises, développer des synergies, qu'elles soient géographiques, qu'elles soient sur des niveaux d'offres ou qu'elles soient industrielles. Alors un partenariat industriel, c'est quoi ? C'est une acquisition ? C'est un partenariat. Alors l'idée d'abord, c'est effectivement trouver les bons partenaires. Après la répartition actionnariale, c'est un autre sujet, mais toutes les options sont possibles. L'annonce est pour quand ? Avant la fin de l'année, je serai à même de revenir vers vous sur ce sujet. Merci beaucoup Mathieu Letreux. Et Johan, on vous invite à l'inauguration de notre siège social qu'on a différé au printemps prochain sur l'agglomération bordelaise. J'y viendrai avec plaisir, c'est Merci. noté. Merci pour votre accueil. Alors, a augmenté de 15%, donc il y a une bonne croissance de 15%. A contrario, notre offre de négoce est en net repli, principalement liée en fait au problème d'approvisionnement. Donc les projets ont été décalés en 2022. Les changements étaient vraiment purement structurels. Le premier en date, c'est l'arrivée de nouveaux investisseurs au sein du capital du groupe Easy,
BPI France et Capitem. Notre objectif, en fait, c'est de passer une dimension, de passer le groupe vers un prestataire de services cloud, mais dans une nouvelle dimension. Le deuxième élément, c'est l'ouverture d'une filiale à l'île Maurice. On a essayé de trouver le meilleur lieu avec un partenaire local. Tout près, ça va? Oui, voilà, c'est ça. L'objectif, c'est de mettre en place un centre de support partagé, mais aussi de mettre en place en fait de nouvelles offres de services autour de la containerisation et du DevOps. Le troisième point, c'est une démarche plus RSE. Nous avions la taille de notre entreprise en fait est importante et on a voulu associer nos collaborateurs et partenaires sociaux à tout ce qui est préoccupation sociale, éthique, toujours dans le but un petit peu de nos activités d'entreprise. Oui. Et le dernier point, un élément qui est assez important et qui est lié en fait au contexte actuel, c'est un accord d'entreprise au niveau du télétravail qui était assez important pour nous de le mettre en place le plus rapidement possible en priant qu'on puisse faire un retour à la normale au mois de septembre, ce qui est le cas. Ce qui est le cas. Alors un succès et une difficulté du moment. Alors un succès, la mise en place en fait d'un ERP. Ça a mobilisé un maximum notre groupe. Notre objectif était de fluidifier et d'harmoniser nos flux de production. Donc c'est un ERP à base SAP. Et le deuxième élément, donc ça nous permet aussi de mettre en place, de challenger un peu nos processus métiers parce qu'on est certifié et c'est important pour nous. Oui. Vous êtes certifié 27001, 9001 et HDS. Nous sommes un hébergeur, un fournisseur d'hébergeurs pour les données de santé. Et ça vous aide, l'ERP, pour ça? Exactement. En fait, on avait besoin de pouvoir structurer nos flux de production pour nous permettre un peu de mieux améliorer, les temps de mise en place, les intégrations, l'ensemble des projets que l'on a en fait autour de notre offre de service. De nouveaux partenaires récents? Alors, je peux pas trop en parler aujourd'hui. Bon, les partenaires, on les a vus le temps du FIC parce que nous sommes en train de travailler en fait sur une offre de cybersécurité, donc une business unit qui va ouvrir au mois de novembre. Je viens juste de nommer en fait la responsable de cybersécurité et puis donc on est en train de performer un petit peu une notion de table ronde en fait autour de partenaires avec lesquels on travaille déjà, mais aussi d'autres en fait que l'on souhaiterait travailler. Alors, j'imagine que c'est l'un de vos enjeux pour les prochains mois. Exactement. Fin 2021 et 2022, on a 3 axes en fait qui sont donc effectivement la mise en place en fait de 2 BU sur la cybersécurité, sur le DevOps et la containerisation. On a une forte demande au niveau de nos clients, principalement des éditeurs. La cybersécurité, c'est une offre transversale que l'on veut proposer à pas mal de nos clients, basés ETI, PME ou grands comptes. Le deuxièmement, c'est le développement, la continuité dans le développement dans le cloud public. On a de plus en plus aussi de demandes de multi-cloud et ça aussi c'est quelque chose sur lequel on veut se mettre en place. Et le troisième axe, c'est le développement des régions. Avec de prime abord celle de Lyon, l'agence de Lyon, où on a aussi un fort impact dessus, mais on ne s'interdit pas d'aller voir d'autres régions dans le nord, dans le nord-est aussi exactement. Lyon, c'est récent? Lyon, ça a 2 ans, 2019, qui était basé au départ sur une offre IBMI, donc anciennement S400. Et là aujourd'hui, on est en train d'offrir un peu plus l'ensemble des services. Merci beaucoup pour votre venue sur le plateau. Bonne journée. Merci, au revoir. Change your heart. I need your loving. Look around you.
Je reçois Philippe Delucy, président d'Equal. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors Equal, c'est un spécialiste de la performance et de la sécurité des infrastructures IT, les infrastructures critiques. Tout à fait. En fait, j'ai créé Equal il y a 20 ans et le but du jeu, c'était de contrôler ces infrastructures, donc réseau, data center. À l'époque, on ne parlait pas encore de cloud et les sites distants, mais avec une approche de performance et de sécurité des applications, partant du principe que si les utilisateurs ont des bonnes performances et une sécurité, le reste doit marcher à peu près. Et donc en faire en sorte que les DSI oublient leurs infrastructures. Alors vous êtes une entreprise basée à Poitiers, mais vous avez une aura sur la France et même au-delà. Tout à fait. Alors nos clients étant plutôt des grandes organisations, privées ou publiques, et avec une prédilection pour des compagnies industrielles à déploiement international. On opère à partir de Poitiers, 24 heures sur 24, 7 sur 7. Aujourd'hui, on doit opérer dans 26 ou 27 pays, mais on a déployé rien que sur cette année dans 50 pays dans le monde. Donc on est habitué à projeter de la technologie à distance sans pour autant se déplacer. Il y a un intérêt à être à Poitiers quand on fait ce métier ? Alors c'est historique, c'est-à-dire que en un mot, tout au départ, on avait une activité d'opérateur par satellite et il fallait trouver un endroit où on était près des fibres. Et Poitiers était en 2000 un des rares cas où il y avait une autoroute et une gare de TGV. Et on y est resté. D'accord. C'est une entreprise de quelle taille ? Combien de chiffre d'affaires, d'effectifs ? Alors on a un chiffre d'affaires qui est autour de 6 millions d'euros. On est 40 personnes, principalement à Poitiers. On a des bureaux plutôt commerciaux à Versailles. Et comme je vous disais, on opère un peu partout. Alors l'année 2021, c'est une année mitigée. Très mitigée. Alors 2020, c'était à peu près stable. Oui. D'abord parce que le gros de notre activité, c'est du service managé sur des contrats très long terme, puisque la moyenne âge de nos clients, c'est 12 ans. Certains ont 20 ans. Donc quand on a un client, en général, il nous aime bien et on va rester longtemps. Donc ça a permis d'amortir la crise. Par contre, 2021, on a eu le retour de bâton. C'est que comme on travaille sur ces fameuses infrastructures, il y a eu un certain nombre de projets qui ont été gelés. Et donc, on fait le dos rond en attendant que ça reparte. C'est ça. Les investissements n'ont pas eu lieu l'année dernière et ils commencent juste à repartir, c'est ça ? Alors, ça repart depuis un mois environ. Enfin, nous, on le voit vraiment depuis un mois. Et surtout, il faut comprendre que au-delà des problématiques de purement technologiques, de télétravail, data center vers le cloud, etc., certains de nos clients, mais beaucoup, ont des vrais problèmes de réorganisation industrielle. Quand vous avez une part de votre activité qui disparaît purement et simplement. Par exemple Par exemple, on travaille pour des gens qui sont dans le nettoyage industriel, qui avaient un gros business dans la santé. Et quand ils sont retournés dans les hôpitaux, il n'y avait plus que les draps. Les housses des chirurgiens, elles sont en papier. On ne les nettoie plus. Et donc, du jour au lendemain, ils ont perdu 60% de leur marché et il ne reviendra pas. Vous avez le télétravail, c'est quelque chose qui ne reviendra pas. Et donc, du coup, un certain nombre d'entreprises se doivent de réfléchir à comment ils doivent se réorganiser d'un point de vue business et ensuite du côté infra. Donc, ils prennent du temps. Vous avez des nouveaux partenaires. J'ai noté Fortinet. Alors, Juniper, j'imagine que c'était déjà un partenaire, non ? Pas du tout. Non. Et SentinelOne. Alors, pourquoi ? Alors, l'histoire remonte à il y a 10 ans. On était un des premiers au monde à faire des réseaux hybrides, c'est-à-dire couplés du réseau privé et de l'Internet. Et il y a 7 ans, on s'est interrogé sur comment prendre le contrôle du réseau. Et on a investi lourdement en recherche et développement pour trouver des technos qui allaient bien. Et on a commencé à offrir une offre SD-WAN il y a 4 ans maintenant. Avec à l'époque, Nuage Networks, filiale de Nokia Alcatel. Et pour un certain nombre de raisons, on s'est retrouvé à élargir l'offre, d'où en 2020 Fortinet. Et fin 2020 avec l'offre Secure SD-WAN. Et fin 2021 avec en fait une société qui s'appelait 128 Technologies, mais qui vient d'être absorbée par Juniper. Okay. Voilà.
Et Sentinel-1, c'est une autre approche. Les cybermenaces ont monté de façon quasi exponentielle. Aujourd'hui, les technologies traditionnelles sont plus suffisantes. Et donc, l'idée, c'était de trouver un partenaire avec une approche novatrice, en particulier dans la surveillance de comportement, ce que fait Sentinel-1. Et vous couplez les deux, SD-WAN et XDR. Alors le but c'est ça, c'est de pouvoir réagir de façon coordonnée et quand on a implémenté sur un client ce qu'on appelle de la segmentation, c'est-à-dire qu'on a isolé les flux à travers des zones, et bien que si un poste ou un serveur est compromis, on puisse très rapidement isoler l'ensemble de cette zone, où qu'elle soit. Parce que vous pouvez très bien, vous, être infecté à Poitiers, et puis il y a le bureau de Bruxelles, où il y a quelqu'un qui a échangé des données avec vous, qui va, rassurez-vous, les virus, ils sont peut-être pas très intelligents, mais ils sont très malins. Et donc il va très vite aller trouver que c'est là-bas qu'il faut aller. Et donc si on coupe et on isole tout ça, on arrive à faire plus vite. Alors, il y a des tendances business qui sont aussi vos enjeux, le télétravail, le déplacement des applicatifs dans les data centers, les cybermenaces. Alors, comment vous vous organisez par rapport à tout ça? Alors, on est des spécialistes de certaines technologies qu'on essaye de maîtriser parce qu'on fait du service manager, et comme je vous le disais, sur du long terme. Donc, il n'est pas question de poser une technologie et de partir en courant. Mais ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que, entre autres, grâce à de la virtualisation, aujourd'hui, on commence à envisager de pouvoir, d'une part, unifier à la fois les compétences et les technologies entre ce qui s'appelait des data centers et le routeur qui est sur site, qui devient en fait un mini data center avec des machines virtuelles dont certaines vont faire du routage, mais d'autres vont faire de la sécurité, et couplé avec des technos comme du XDR, en fait d'être capable déjà de protéger, on va dire, de bout en bout. Et le deuxième aspect, c'est de fusionner ça avec des technologies de performance et d'arriver à faire de la performance end-to-end, c'est-à-dire de l'utilisateur au serveur. Et parce qu'au final, il n'y a que l'utilisateur qui compte. Alors, vous avez besoin pour ça d'experts. C'est pas trop difficile à trouver? C'est très compliqué. Et c'est très compliqué parce que c'est pas parce qu'on est à Poitiers, parce qu'on peut aussi. On pourrait penser qu'il n'y a non, pas. Non, c'est pas spécialement Poitiers qui serait par ailleurs plutôt attractif par rapport au coût de la vie, les transports, etc. Mais nos postes sont ouverts soit à Poitiers, soit à Versailles, soit maintenant, en fait, on a carrément changé de fusil d'épaule. On a dit nos postes sont ouverts n'importe où. Là où il est. Là où vous serez, et vous venez de temps en temps nous voir. Ça n'empêche quand même qu'on est dans des domaines où il y a un manque de formation évident, d'une part, et d'autre part avec un domaine de la cybersécurité qui aspire énormément de talents, et en particulier chez les grandes banques, les grandes assurances, etc. Et avec une réelle tension, ne serait-ce qu'un truc tout bête, sur les salaires qui sont en train de s'envoler. Et quand vous êtes une PME, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, surtout. Surtout quand vous avez des contrats à 3 ou 5 ans. Exactement. Merci Philippe Delucy. Merci beaucoup. Bonne continuation. À bientôt.
Je reçois Pierre Runet, directeur commercial d'AVM Up. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter AVM Up? Alors AVM Up est une société lyonnaise qui existe depuis 1983. On est un éditeur de logiciels historiquement et on est devenu, en termes d'activité, qui s'est fortement développé, un opérateur télécom. Depuis quand? Ça fait quelques années maintenant, ça fait à peu près 5 ans qu'on a vraiment lancé notre offre de téléphonie à destination des entreprises. Alors, avec un réseau de revendeurs, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on a une activité indirecte qui existe depuis longtemps sur nos produits historiques, qui étaient des logiciels liés à la communication. Et on a effectivement développé notre infrastructure d'opérateurs télécoms et on a monté une offre de téléphonie pour l'entreprise depuis 5 ans. Et vous êtes 100% indirect ou pas? On est quasiment 100% indirect. On a encore une activité directe historique qui est liée à des grands comptes qu'on a, mais notre activité est majoritairement maintenant indirecte. Alors, j'imagine que votre activité a été portée par l'explosion du travail à distance. Oui, alors effectivement, on a eu effectivement une recrudescence sur certains outils liés à la collaboration et au télétravail suite au Covid, bien sûr. Et l'activité opérateur? L'activité opérateur en lié, effectivement, à la période Covid et à ses besoins spécifiques. De quel ordre, cette croissance? Alors, on a une croissance d'à peu près 20% sur la partie télécom chez nous. C'est vraiment quelque chose qui se développe très fortement, surtout cette année. C'est une société de combien de personnes, AVM Up? On est 60 personnes, 60. Principalement basées à Lyon, avec certaines personnes qui sont sur Paris ou dans le sud de la France. Et combien de clients? Combien de Clients. Combien de clients? Alors, AVM est une société qui a énormément de clients indirects. Donc, on a plusieurs dizaines de milliers de clients indirects de toute taille. Alors, la fin du RTC, c'est un enjeu pour vous? Oui, alors bien sûr, ça fait partie des enjeux liés à notre métier maintenant d'opérateur télécom et à tous nos clients et à toutes les entreprises, de toute façon, sur le marché actuellement, qui vont effectivement avoir besoin de changer leur installation et de migrer leur téléphonie sur de l'IP. Par rapport à cette problématique de fin du RTC. Est-ce que vous avez une spécificité, un différenciateur? Il y a beaucoup d'opérateurs sur le marché. Quelle est votre marque de fabrique? Alors, on se positionne vraiment sur une notion d'accompagnement en fait, de nos partenaires revendeurs qui souhaitent se lancer dans le domaine de la téléphonie. Historiquement, on travaille beaucoup avec des bureauticiens sur notre activité historique et on a beaucoup de ces structures qui cherchent à ouvrir un petit peu leur catalogue de produits et à se diversifier sur la partie télécom. Et on est vraiment là pour les accompagner vraiment sur ce nouveau business, sur ce nouveau marché qui est très spécifique. Alors pourquoi les bureauticiens plutôt que les informaticiens? Ils ont une capacité à mieux travailler les télécoms? En fait, nous, historiquement, on travaille beaucoup avec des bureauticiens de nos différents partenariats qu'on avait noués, entre autres avec la société Canon. Et du coup, on a vraiment un gros parc de partenaires qui est sur cette activité de la bureautique. Alors vous aussi, vous êtes victime des difficultés d'approvisionnement. J'imagine que c'est pour délivrer, c'est ça, les infrastructures? Oui, alors effectivement, dès qu'il s'agit de faire un projet de télécom chez un client, il y a forcément un petit peu de matériel. Un petit peu. Voilà. Et ces matériels peuvent être extrêmement critiques. Quand on parle des équipements réseau, des routeurs, des choses comme ça, Oui. effectivement, lorsque l'on n'a pas ce type d'équipement, ça bloque potentiellement le projet. Voilà, tout à fait. Et donc, vous avez réussi à anticiper? On anticipe effectivement le mieux qu'on peut, donc on fait du stock, tout simplement, de matériel. Comme On tout le essaye monde, d'ouvrir notre gamme de produits homologués, référencés chez nous pour avoir des différentes possibilités d'approvisionnement sur différents types de fabricants, pour ne pas se retrouver effectivement bloqués et surtout bloquer les projets de nos partenaires. Alors, dans votre secteur, l'actualité marquante, ça va être la 5G. Alors c'est la 5G et puis le VO Wi-Fi, comme ça qu'on dit. Oui, tout à fait, oui. Donc effectivement, on a une activité mobile qui est très importante. On fait du mobile depuis plusieurs années maintenant. Et effectivement, notre offre mobile, depuis peu, en fait, donne un accès à la 5G, donc la fameuse 5G dont on entend beaucoup parler, et également à la VO Wi-Fi, donc qui est en fait la voix sur Wi-Fi. Donc et qu'est-ce que ça change alors?
Qu'est-ce que ça change? Alors, la 5G, bon, la 5G, ça permet effectivement d'avoir des débits beaucoup plus importants. Donc, pour l'instant, les besoins et les usages exacts sont encore un petit peu à définir. Flou. Voilà, c'est encore un petit peu flou. Par contre, la VO Wi-Fi, alors ça, c'est intéressant par rapport à des personnes qui ont des problèmes de couverture GSM dans leurs locaux, puisque ça permet de rebondir sur le Wi-Fi directement pour passer ces appels téléphoniques depuis un mobile. De faire passer les flux voix. Voilà, tout à fait. Pierre Runet, merci beaucoup pour ces explications. Merci à vous. Bonne Merci. fin de journée. Je reçois Yves Le Goebel, dirigeant engagé de Connexing. Bonjour. Alors, bonjour. Alors, dirigeant engagé, en fait, ça résume qui est Connexing et qui vous êtes. Tout à fait. Vous vous targuez d'être une entreprise à mission. Absolument. Et avec un slogan en anglais, mais compréhensible par tous, Make it human, simple, green and clever. Alors, ce sont des promesses. Comment se matérialisent ces promesses? Alors, ces promesses, elles se matérialisent depuis la création, il y a 12 ans maintenant, par le choix de proposer en priorité du matériel de réemploi, reconditionné. À l'époque, il y a 12 ans, c'était plutôt des téléphones fixes, IP ou numériques. Maintenant, c'est plutôt du smartphone, du laptop et de la tablette. Mais donc, ça reste un nos basiques. On vend en priorité du matériel de réemploi aux entreprises et aux administrations. Il y a d'ailleurs une loi qui impose aux administrations depuis le 1er janvier d'acheter 20% de leur matériel IT en réemploi. Pain béni pour vous. Enfin, il y a 12 ans, pourquoi vous êtes lancé là-dedans? Par idéologie ou... Ouais, par conviction, on va dire. Donc, après un parcours chez différents constructeurs de matériel IT, Alcatel, Ericsson, Siemens, j'avais eu la chance de rencontrer dans ma vie précédente Nicolas Hulot à plusieurs reprises dans le cadre de sa fondation, et j'ai eu en fait la prise de conscience de me dire que je devais faire quelque chose pour mes enfants, et donc modestement qui diminue l'empreinte carbone de ces équipements. Et ça marche? Ça marche. L'entreprise est en bonne progression? Oui, alors on a connu plusieurs stades. Alors, dis-moi. On a connu une forte croissance au départ les 6-7 premières années, puisqu'on est passé, on est parti from scratch il y a 12 ans. Aujourd'hui, on est un peu moins d'une cinquantaine de collaborateurs. On est sur 3 pays. On est à Nantes pour l'ensemble de la France, où on a la plus grande partie de l'effectif, mais on est aussi à Bruxelles pour le Benelux, donc Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, et on est à Milan pour l'Italie, et on fait 15,5 millions de chiffre d'affaires.
Donc, mais on a connu avec le Covid et avec notamment la crise des composants quelques difficultés, comme tous les acteurs. Voilà, un ralentissement, enfin en tout cas, voilà, Une un partie, plateau. Ouais, c'est ça, un plateau, absolument. Alors, à quoi c'est dû? Est-ce que ça n'aurait pas dû, au contraire, booster l'activité? Alors, ça l'a boosté. Il y a eu un épiphénomène au moment du confinement, du premier confinement, parce qu'il a fallu que tout le monde se mette très très vite en ordre de bataille, en télétravail. Donc, on a vendu énormément de PC, notamment du PC portable reconditionné. Simplement, on est vite arrivé à une pénurie. On a vendu énormément de micro-casques, puisqu'on vend aussi beaucoup de micro-casques. Mais une fois équipés, les gens ont commencé, il y a eu un ralentissement de l'activité, certains secteurs d'activité qui étaient fermés. Et donc on a pâti indirectement aussi de ces fermetures, notamment dans l'hôtellerie, dans le tourisme et dans certaines administrations. Alors en quoi la crise des composants aujourd'hui a un impact sur votre activité, sachant que vous vendez du reconditionné? Oui, alors elle a un impact parce qu'il n'y a pas de génération spontanée de matériel reconditionné. Donc toutes les entreprises qui réussissent pas à approvisionner le matériel neuf ne peuvent pas nous céder le matériel de réemploi. Donc s'il n'y a pas de matériel de réemploi disponible, on peut moins en vendre. Et en fait, on vend aussi des accessoires en neuf. Et là, évidemment, on prend plein fouet cette crise. Pour autant, on a des solutions. On vend aussi du service. On vend de la licence avec notre partenaire Enphone ici présent. On vend de la sophonie dans le cloud. Donc, on a en fait un écosystème plus dans le soft et dans le cloud, donc qui nous permet de pallier à ces difficultés. On peut dire que vous faites évoluer le modèle du coup? Absolument, absolument. On a aussi conscience qu'il est nécessaire que nos clients attendent plus de services. Évidemment que on se compare pas à Amazon. Les gens qui veulent acheter des accessoires pas chers livrés en 24 heures, ils vont pouvoir le faire chez Amazon plutôt que chez nous. Et donc notre valeur ajoutée, c'est d'apporter le conseil, le service, l'expertise, qui entoure le produit. Alors vous avez lancé une nouvelle business unit. Alors je ne sais pas le prononcer, comment vous dites? Explore. D'accompagnement à la visio. Absolument. Par la visio. Tout à fait. Alors, en fait, quoi s'agit-il? donc nous, on attache beaucoup d'importance à l'intrapreneuriat chez Connexing. Et donc, j'ai une collaboratrice qui est aussi notre directrice commerciale, Amandine Greenberg, qui en fait a eu l'idée pendant le premier confinement de se dire on doit passer de l'e-apéro sympa, mais sans enjeu, et plutôt, si c'est raté, c'est même plus amusant, à des visios impactantes pour la gestion de la relation client, pour le management de proximité. Et donc, on a créé un programme de formation, d'accompagnement à la visio par la visio, pour réussir des visions impactantes. On a un certain nombre de clients qui sont présents ici, notamment Atos, des grandes marques qui sont là et qui ont bénéficié de nos services d'accompagnement à la visio, par la visio, sur la posture. Et nous sommes agnostiques du matériel, que nous l'ayons vendu, que nous ne l'ayons pas vendu. C'est vraiment une prestation de formation. Vous avez d'autres idées comme ça? Oui, on en a beaucoup. On en a beaucoup. Je peux pas toutes vous les dévoiler parce qu'effectivement, il y a une certaine confidentialité dans ce qu'on va faire. Mais vous avez des projets? On a beaucoup de projets où on veut sortir du hardware. On veut sortir du hardware. Sur le hardware, on veut donner vraie place à tout ce qui est éco-conçu et made in France. Par exemple, on a référencé des micro-casques fabriqués en Bretagne et en Normandie, Eurosound. On a référencé Fairphone, qui est le seul smartphone éco-conçu. On référence Carbon Mobile, qui est le seul mobile fabriqué en Allemagne. Donc on essaye d'avoir des produits novateurs et en même temps on essaye d'avoir des services. Oui, parce que l'immatériel, c'est la solution finalement. Oui, c'est la solution du numérique durable. Tout à fait, tout à fait. Alors le numérique durable, c'est de faire durer le plus longtemps possible nos équipements. Et donc pour ça, les réparer, les entretenir, les reconditionner. Et ça, c'est du vrai service à valeur ajoutée. Et puis, et c'est toujours garder de l'humain. C'est-à-dire que nous,
on attache beaucoup d'importance puisque Make IT Human, Simple, Green and Clever, ça commence par humain, donc on accorde beaucoup d'importance à la relation humaine avec nos clients. Merci beaucoup Yves Le Goebel. Merci. Ok. Je reçois Dan Giorno, cofondateur du groupe DFM. Bonjour. Bonjour. Alors le groupe DFM, c'est un groupe qui a 4 domaines d'activité. On peut peut-être les décrire ? Alors nous, on accompagne les entreprises dans leur transformation numérique avec une approche 360 degrés autour de 4 domaines d'activité. Excusez-moi. Autour de 4 domaines d'activité qui sont l'infogérance informatique, les télécoms, la sécurité électronique et puis la gestion documentaire. Alors comment se répartissent ces activités ? Voilà. En termes de poids de Oui, à peu de chiffre près, d'affaires, voilà. 60% sur la gestion documentaire, 15% dans l'IT électronique. Avec des marques, quelles sont vos marques principales ? On a énormément de partenaires. Les partenaires principaux sont Canon, Sharp, Konica Minolta sur la partie impression, HP, Microsoft sur l'IT, Sophos dans la sécurité informatique, sur les télécoms Alcatel et dans la sécurité électronique HK Vision principalement. C'est un groupe de quelle taille ? Combien de personnes ? Alors aujourd'hui, on réalise 43 millions de chiffre d'affaires, 250 collaborateurs. D'accord. Avec une croissance assez forte cette année. Ouais, cette année, on réalise 15% de croissance. 43 millions, vous êtes 38 millions l'année dernière, donc 15% de croissance. Et on a des ambitions assez fortes puisqu'on souhaite réaliser 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2025. Avec de la croissance externe ? Les deux, bien sûr, croissance organique et croissance externe. Alors qu'est-ce qui tire actuellement votre activité ? L'IT, globalement. L'IT, la sécurité électronique, les télécoms, principalement, sont les 3 leviers forts de notre croissance future. Qui prennent le relais du print notamment ? Qui prennent le relais du print, effectivement, mais le print aussi, c'est un métier qui se transforme. On a des offres tournées vers le digital, l'éditique, la gestion documentaire qui tire aussi notre marché vers le haut. Alors vous avez de nouvelles offres liées au nouveau mode de travail. C'est une de vos satisfactions. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Effectivement, la période qu'on vient de vivre nous a forcé, nous a poussé, a été un accélérateur dans les usages de nos clients et nous a poussé à aller regarder des nouvelles offres, regarder ce qui se faisait sur le marché. Puis on a développé un certain nombre de solutions qui permettent à nos clients de travailler leur mobilité et de s'adapter aux nouveaux usages de travail. Donc je pense par exemple à des solutions télécom de convergence qui sont totalement intégrables dans Teams et avec de la visioconférence. Je pense à des solutions d'éditique, gestion documentaire et de digitalisation des documents et plusieurs autres offres qui vont favoriser le télétravail, l'accès distant et la digitalisation chez nos clients. Alors la BPI a été à votre capital, est sortie au mois de mars. Vous êtes de nouveau indépendant.
Alors, est-ce que vous pensez faire rentrer un nouvel investisseur, notamment pour accompagner votre développement? Comment voyez l'avenir? Alors à court terme, non. La BPI vient de sortir de notre capital. On a souhaité reprendre la totalité de l'indépendance de notre Pourquoi groupe. Moi, ils avaient apporté leur pierre à l'édifice sur ces 6 dernières années. On considérait qu'une nouvelle page devait se tourner. Et dans cette nouvelle étape post-Covid, on souhaitait vraiment appréhender le marché en toute indépendance. On a aujourd'hui les reins suffisamment solides et les capacités de le faire en toute indépendance. On a des objectifs de croissance fortes, donc on n'exclut pas à nouveau d'avoir besoin de faire appel à des fonds d'investissement, mais en tout cas pas à court terme. Est-ce que vous aussi, vous connaissez des problématiques d'approvisionnement et comment vous les gérez? Alors bien sûr, comme tout le monde, on connaît des problématiques d'approvisionnement. On les a anticipées, énormément anticipées, ce qui nous permet de fournir les urgences chez nos clients. C'est notre priorité, c'est de travailler, de traiter les urgences chez nos clients. On y arrive tant bien que mal. Et puis on a la chance d'avoir des partenaires forts avec des relations privilégiées qui nous permettent d'être fournis plutôt en priorité. Donc on y arrive. Et je vois que vous avez donc déclenché un nouveau partenariat avec Alcatel et également dans la dématérialisation. Alors, vous ne travailliez pas du tout avec Alcatel? Non, on était intégrateur Unify jusque-là. Alcatel a une solution qui s'appelle Rainbow, qui est intégrable complètement dans Teams et qui permet vraiment de faciliter le travail distant. Et ça a été une offre qui répondait tout à fait à la demande de nos clients et à un besoin spécifique à cet instant. Donc on a souhaité sceller un nouveau partenariat avec Alcatel. Et vous étoffez dans la dématérialisation? Oui, de la même manière, dans la dématérialisation, on a un partenariat avec la société Euclès par le biais d'un nouvel outil de gestion électronique de documents. On est aussi aujourd'hui en train de regarder de nouvelles solutions d'éditique et de dématérialisation de courrier. Il n'y a rien de acté à ce jour, mais c'est le projet que l'on a sur les semaines à venir et dans les mois à venir pour pouvoir toujours apporter de meilleures solutions à nos clients, plus de digitalisation et les aider dans leur transformation numérique. C'est notre priorité. Allez, vous étudiez une extension de votre maillage, de votre couverture? Oui, on est aujourd'hui présent dans la région Rhône-Alpes, Hauts-de-France, en PACA et bien entendu, pour répondre aux besoins de nos clients, on souhaite étendre notre maillage territorial. Il n'y a rien de fait à ce jour, donc je ne peux pas vous annoncer de nouvelles régions, mais en tout cas, on est dans nos futures acquisitions, on regarde beaucoup de dossiers un petit peu partout en France. Et pour recruter, vous avez la DFM Academy qui existe depuis quand? Alors, depuis quelques années maintenant, ça doit faire au moins 5 ans. Alors, ça consiste en quoi? Alors la DFM Academy, c'est une académie, c'est-à-dire que c'est un process d'intégration. L'essentiel, le recrutement est devenu compliqué. On essaye de trouver toujours de nouveaux talents, mais les talents, il faut les faire grandir. Et le rôle de la DFM Academy, c'est de faire grandir les talents, les faire mûrir, les faire évoluer au sein de notre groupe. Et c'est tout un processus d'intégration, mais aussi de formation tout au long du parcours d'évolution au sein de notre groupe DFM. Il y a de nombreux salariés qui passent par cette académie? Quasiment la totalité des salariés qui rentrent dans le groupe DFM passent par cette DFM Academy pour grandir à nos côtés. Merci beaucoup, Dan Giorno. Je vous en prie.
Je reçois Cédric Gauthier, directeur marketing de Miel. Bonjour. Bonjour. Alors Miel, c'est un grossiste à valeur ajoutée, on dit comme ça, ou un distributeur? Ouais, plus distributeur parce que c'est vrai qu'on n'est pas une grande structure et on est très spécialisé sur certaines technologies et on travaille beaucoup plus en mode projet. Alors c'est une société, on va rappeler, de combien de personnes? Alors on est 55 personnes. Avec des marques historiques, Citrix, Palo Alto. Voilà, on a été fondé en 1985 et effectivement on a eu des beaux succès au cours de notre histoire, dont Citrix dans les années 90 et Palo Alto Networks depuis une quinzaine d'années. Alors quelles sont vos marques phares actuellement? Nous, notre offre, elle s'oriente autour de 4 domaines. La cybersécurité, vraiment, là, c'est la grosse tendance, bien sûr, avec comme grande marque Palo Alto Networks. Le côté plus digital workplace, accès à distance, télétravail avec Citrix comme marque principale, toujours et plus que jamais, je dirais. D'accord. Et on a aussi 2 autres pôles qui vont être le côté plutôt réseau, Wi-Fi, etc., bornes, et le côté data center, gestion de la donnée dans le data center autour de Datacore, Carbonite par exemple. Alors comment se porte l'activité? Est-ce que vous avez de la croissance? Oui, on a cette chance de pas trop avoir souffert des mois qu'on vient de passer et j'espère qu'on ne passera plus trop maintenant grâce justement à ces orientations cybersécurité et bureaux virtuels qui sont restés un besoin important des clients ces dernières années. Alors, est-ce que vous avez eu besoin d'étoffer le catalogue autour de ces domaines d'activité avec des nouvelles marques? En fait, le besoin, oui, parce que c'est notre métier, c'est notre ADN. Nous, depuis 1985, notre métier, c'est vraiment d'aller aux États-Unis chercher des nouvelles technologies pour les faire connaître sur le marché français auprès des DSI, des cloud providers et des revendeurs. Et donc, on a continué à faire ce métier même pendant la crise qu'on vient de passer. Et donc, des nouvelles cartes sont rentrées à notre catalogue. Alors, on peut les citer? Oui, donc dernièrement, on a à notre distribution aujourd'hui des gens comme Rapid7 sur le côté détection de vulnérabilité et de SIEM. On a aussi OpenGear qui va permettre de prendre la main à distance en mode console sur les équipements dans les data centers. On a Veridium qui fait de l'authentification sans mot de passe. Et tout dernièrement, on a ajouté Illumio au catalogue, qui est une solution qui commence à prendre de l'importance autour du concept de Zero Trust, très complémentaire avec toutes les autres technologies de cybersécurité qu'on porte, et qui va venir ajouter de la micro-segmentation pour éviter les mouvements est-ouest latéraux à l'intérieur des systèmes. Autant de technologies que vous n'aviez pas au catalogue et qui s'avèrent indispensables aujourd'hui. Absolument. Le métier, c'est vraiment de rester au contact des DSI pour comprendre leurs besoins et d'aller en veille aux États-Unis pour essayer de répondre aux besoins avec ces nouvelles technologies qu'on détecte. Alors vous m'avez dit que vous étiez ravi de revenir sur IT Partners et que ça vous avait beaucoup manqué. Alors, c'est la première fois qu'on fait IT Partners. D'accord. Mais ravi effectivement d'y être parce Oui. que c'était quelque chose qu'on voulait faire il y a 2 ans quand on a engagé. Quand tout s'est bloqué. C'est ça. Et bon, on a dit qu'on allait quand même continuer, maintenir notre participation parce qu'on est là aussi, nous on est une société française qui participe, on espère, au dynamisme de notre business et que justement, ne serait-ce que pour aider l'écosystème et puis les gens qui ont, je pense, beaucoup souffert dans l'événementiel, maintenir nos engagements et participer. Et grâce à ça, reprendre un peu contact avec tout le monde, revoir des têtes connues et puis dire qu'on est là et bien là. Et vous dites que dans votre métier, le distanciel, c'est pas la panacée. C'est vrai que ces derniers mois, notre activité s'est maintenue beaucoup grâce aux têtes de pont, on va dire, de nos principaux domaines, parce que les clients connaissaient ces technologies et donc avaient confiance. Mais notre métier, c'est vraiment de faire connaître aussi des nouvelles choses. Et pour faire connaître des nouvelles choses, ça se passe vraiment de manière pas forcément aussi formelle que des présentations en visio, mais il y a aussi beaucoup de non-dits, de non-verbal, de tous les à côté humains qui nous ont beaucoup manqué. L'époque.
Et les il se passe POC, beaucoup de choses dans l'époque. les POC aussi, les formations présentielles, on est centre de formation et c'est vrai que c'est toujours l'occasion de discuter de manière informelle avec les formateurs qui sont chez nous aussi des avant-ventes, donc qui peuvent un peu raconter des nouvelles histoires, présenter les nouvelles technologies, les introduire, en tout cas planter les graines des futurs projets sur des nouvelles choses. Alors le recrutement, c'est aussi une question pour vous. En tout cas, c'est d'actualité. Alors voilà, est-ce que vous avez des recettes pour recruter quels sont vos besoins finalement et qu'est-ce qui fait que vous ne trouviez pas forcément les compétences que vous recherchez? Non, nous on trouve régulièrement, effectivement. On a toujours des postes ouverts. Nous, ce qu'on cherche, vraiment, notre métier, c'est du technico-commercial. Donc, on veut des gens qui ont des compétences techniques importantes et une fibre commerciale. Et ça, c'est vrai que c'est pas forcément facile à conjuguer, mais on trouve, surtout que nous, ce qu'on cherche, c'est des personnalités, des gens aussi qui vont bien s'intégrer dans l'esprit de l'entreprise, plutôt de proximité, familiale, à petite structure, et qui vont être passionnés par justement la nouvelle technologie et pouvoir proposer des nouvelles choses à la clientèle. Cédric Gauthier, merci beaucoup. Merci à vous. J'ai le plaisir de recevoir Technologie. Bonjour. Elite qui est un intégrateur réseau et télécom à l'origine, intégrateur cloud aujourd'hui. C'est ça, alors depuis 2007, on a un métier historique qui est orienté autour de l'intégration de solutions de réseau, de sécurité et de télécommunications et plus globalement de collaboration. Et depuis maintenant quelques années, on fournit l'ensemble de ces services en mode cloud, d'où aujourd'hui le positionnement en tant que cloud provider et fournisseur de services managés. Vous avez votre NOC. Tout à fait, donc on a notre Network Operating Center depuis bientôt 8 ans. Et un SOC. Et un SOC qui est en cours de finalisation, effectivement, qui vient compléter cette partie NOC, qui aujourd'hui est une force chez Elite Technologies. C'est indispensable aujourd'hui de proposer un SOC? Alors indispensable, je ne sais pas, mais pour nous c'était dans la suite logique des choses, puisque le SOC, c'est une continuité un petit peu du NOC, c'est d'aller plus loin dans ce que l'on peut regarder, dans ce qu'on peut proposer en termes de monitoring pour nos clients, et ça allait donner de la visibilité sur les menaces de sécurité
Et donc c'est dans la logique et la suite logique des choses chez Elite Technologies. Alors, on n'a pas dit quelle était la taille d'Elite Technologies. C'est une entreprise de combien de personnes? Alors Elite Technologies, c'est une entreprise d'une 50aine de personnes, réparties aujourd'hui sur 3 sites. On a Paris, évidemment, où il y a le siège historique. On a une agence à Lyon depuis quelques années. Et puis, on a un centre de recherche et de support en Israël, à travers lequel, notamment, on fait évoluer nos offres de sécurité. Et le cœur de votre business aujourd'hui, c'est les services managers, on peut le dire comme ça? On peut le dire comme ça, c'est ce qui porte l'activité d'Elite Technologies. Donc le service manager, c'est assez large comme terme. Mais c'est effectivement le socle de ce qui va pousser nos ingénieurs à travailler sur des nouvelles technologies, à nos commerciaux à aller pousser des nouvelles offres, évidemment à notre entreprise de pouvoir offrir un niveau de service important à nos clients à travers cette brique de suivi, on va dire continu, chez nos clients. Vous avez toujours votre propre data center ou... On a toujours notre propre data center, puisque à travers ce dernier, on fournit des offres très spécifiques pour des clients qui ont des besoins spécifiques. On a toujours voulu chez Elite Technologies être capable de proposer du sur-mesure, qu'on n'a peut-être pas toujours dans les offres de cloud public avec lesquelles on travaille, que ce peut être du Microsoft, de l'Azure ou d'autres. Et donc on a, notamment sur les briques collaboratives et les briques sécurité, des offres très spécifiques qui sont hébergées au sein de nos data centers. Historiquement, vous étiez un partenaire très proche de Cisco, c'est toujours le cas? C'est toujours le cas, évidemment, puisque Cisco est un acteur majeur du monde de l'IT, évidemment, que ce soit sur la partie réseau, sécurité ou collaboration, briques avec lesquelles on travaille, dans aussi la proposition de valeur autour de tout ce qui est abonnement et récurrent, qui chez nous est une part importante de notre chiffre d'affaires. Et évidemment, dans les offres technologiques que Cisco propose, c'est obligatoirement un acteur incontournable aujourd'hui dans le monde de l'IT. Il y a d'autres marques qui sont prépondérantes chez vous? Alors on travaille évidemment avec d'autres marques, on travaille avec Microsoft, on travaille avec Palo Alto, on travaille avec Checkpoint, on travaille avec tout un tas d'acteurs de l'écosystème de l'IT, aussi bien sur du réseau, de la sécurité, et puis après des acteurs qui sont dans le monde du cloud, très spécifiques, sur du CIEM, sur du CASB, ou encore sur des solutions de SD-WAN très innovantes comme Cato Networks. Alors vous êtes sur des technologies qui sont en forte croissance. Quelle est la croissance de la société? Aujourd'hui, on a une croissance d'environ 15% sur les 2 dernières années, malgré le Covid. Il faut dire que nous, dans l'IT, en tout cas, j'espère qu'on n'est pas le secteur le plus touché. Et donc, on a cette chance dans l'IT, surtout quand on vient du monde de la collaboration, du travail hybride, du télétravail, où nous, ça a toujours été notre ADN, et de pouvoir continuer et de pérenniser notre activité, tout en nous donnant la possibilité aussi de s'ouvrir à de nouvelles opportunités. Il y a des choses qui limitent la croissance? Aujourd'hui, ce qui va limiter... Alors, le recrutement est un enjeu, hein, même si on a tendance à vouloir faire des soirées barbecue pour, on va dire, conserver les collaborateurs, mais le recrutement évidemment est un enjeu. Aussi beaucoup parce que les technologies évoluent, parce qu'il faut toujours s'adapter et il faut savoir se remettre en question. Et puis renforcer les équipes, c'est un challenge de tous les jours pour fournir le meilleur du service à nos clients. Est-ce qu'il y a un projet récent dont vous êtes fier? Écoutez, moi je suis fier du projet Elite Technologies. Donc évidemment, c'est un projet qui est au service de nos clients. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'être capable, avec nos contrats de service manager, on a eu le cas chez un gros industriel dans le monde de la santé, d'être capable de fournir un contrat de service manager qui va nous permettre derrière de proposer d'autres offres de services, du réseau, de la sécurité, de la collaboration, parce que le client nous a fait confiance sur notre capacité à le suivre et donc nous donne l'opportunité d'aller plus loin avec lui. Voilà. Vous avez un plan d'investissement de 2 millions d'euros. Alors, je ne sais pas sur quelle période, sur la prochaine année, c'est ça? C'est sur la prochaine année, tout à fait, oui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 2 millions d'euros et qu'est-ce que ça va vous apporter? Alors, on a un plan d'investissement important pour nous permettre de nous développer très fortement dans le monde de service manager autour de la sécurité, comme on a su le faire autour du réseau et de la collaboration. Et donc ces fonds vont nous servir à développer notre SOC, à recruter des collaborateurs, des analystes, des consultants, des chefs de projet, des spécialistes autour de la cyber et évidemment des commerciaux pour pouvoir promouvoir ces nouvelles offres et accompagner le mieux possible nos clients. Vous financez sur fonds propres? Alors en partie sur fonds propres et puis bien évidemment avec des gens qui nous accompagnent depuis toujours et donc on travaille évidemment avec eux. Des banquiers ou des investisseurs? Des banquiers essentiellement. Voilà. Merci beaucoup Xavier Brun. Écoutez, c'est un plaisir. Merci.
Mais je pense qu'ils ont... Change your heart. Look around you. Like the sunshine, change your heart. Je reçois Jean-Benoît Carsin, directeur général et cofondateur d'Itex. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour Johan. Alors vous êtes ce qu'on appelle un MSP. Oui, c'est ça. Vous êtes à Marseille. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise? Oui, bien sûr. Alors donc je suis Jean-Benoît Carsin, le dirigeant d'Itecom Service. J'ai fondé Itecom il y a 10 ans maintenant. Nous sommes une DSI externalisée pour les entreprises, dans un modèle où effectivement le MSP nous apporte de la supervision. On est capable aujourd'hui de monitorer un parc partout en France et on rayonne également à l'international. D'accord. Alors j'imagine que vous utilisez des outils. Avec quel partenaire vous privilégiez, vous travaillez? Alors aujourd'hui, on a fait le choix à travers un intégrateur qui s'appelle BMSP, qui est présent ici, le choix d'un éditeur qui s'appelle Datto Autotask. Donc Autotask est notre PSA qui nous permet de monitorer l'ensemble, qui nous permet de lire à travers les widgets et des rapports ce qui se passe sur le réseau. Et on utilise comme RMM CentralStage. D'accord. Est-ce que vous avez des évolutions de votre métier que vous pourriez, dont vous pourriez parler sur les derniers mois, sur les dernières années, si on compare à un passé plus lointain? Alors, clairement, les deux axes stratégiques que nous prenons chez Itecom, le premier, c'est le MSSP, donc Managed Service Security Provider, où là, on doit intégrer de la cybersécurité pour nos clients sur deux axes. Le premier, c'est rassurer le dirigeant et sécuriser son système d'information de tout type d'attaque. Donc là, il va falloir être très imaginatif. Et le second, c'est l'humain. Alors l'humain est clairement pour nous une faille. La plupart des attaques passent par l'humain. Et donc on s'équipe d'outils, ou on est en train de choisir ici sur le salon des outils qui vont nous permettre de former, sensibiliser l'utilisateur dans ce qu'on appelle du phishing et autres types de mails mal intentionnés. Est-ce que vous... Oui. Et le deuxième qui sera l'IT Green, sauf si vous voulez qu'on continue à parler de la sécurité. Oui, on peut sur la sécurité, oui. Vous-même, est-ce que vous avez étoffé votre sécurité en interne? Alors, la tendance aux États-Unis que l'on observe, c'est que nous devenons des cibles privilégiées. On gère chez Itecom une centaine de clients, un peu plus de 2000 postes. Donc clairement, les hackers viennent nous cibler. Et donc là, nous venons avec Guardera d'entamer une démarche d'audit sécurité de notre système pour à la fois nous conforter avec un regard extérieur qu'on utilise les best practices utiles et à la fois voir comment on va pouvoir améliorer la sécurité de notre système. Vous dites qui est l'auditeur? Guardera. D'accord, c'est un prestataire... C'est un prestataire marseillais qui s'appuie sur un réseau d'indépendants sur le sol français et qui peut agir partout. Leurs cibles privilégiées sont les grands comptes, donc ils ont une approche très structurée pour des PME comme nous. Quelle est votre dynamique de croissance sur l'année en cours? Alors, cette année, à fin août, on enregistre une croissance de plus 17% et on cible pour cette fin d'année entre 20 et 25%. Et qu'est-ce qui tire cette croissance? Est-ce que... Douloureux qui est la crise sanitaire, à la fois l'inquiétude des PME dans les risques de cyber, à la fois cette volonté de vouloir être accompagné pour du home office. Donc on va capter une nouvelle clientèle qui jusqu'à présent gérait seule son informatique et qui viennent vers nous pour faire appel à des prestataires comme Itecom. Vous me parlez aussi de la reprise des projets d'intégration. Alors, ça c'est une très bonne nouvelle, effectivement. On a eu un arrêt assez net en 2020 suite au Covid. Cette année, on a une explosion des projets d'intégration et surtout autour de la sécurité à travers du firewall. Okay. Donc vous faites vraiment la partie intégration et ensuite la partie service. Voilà, on a ces deux métiers. On a le métier d'infogéreur mainteneur. On va maintenir un parc tel qu'il est.
Et on va offrir une map à nos clients, court, moyen, long terme, en leur disant voilà tout de suite ce qu'il faut sécuriser, voilà à moyen terme ce qu'on vous propose d'intégrer, et sur du long terme, voilà où on aimerait vous embarquer. Vous avez fait le choix de vous certifier ISO 9001. Je pense que c'est déjà ancien. Qu'est-ce que ça vous apporte et quelle est la prochaine étape? Alors effectivement, il y a 4 ans, on a entamé avec un cabinet à Dijon qui s'appelle Alpha Omega une démarche ISO 9001. On a réalisé très vite que nous étions sur des métiers sensibles et qu'il fallait industrialiser des réflexes dans nos métiers, des procédures. Et on était dans une culture à l'oral et il était temps de rédiger en fait l'ensemble de ces process. Donc à travers ISO 9001, on a beaucoup travaillé déjà notre raison d'être, la raison d'être qui est tournée vers notre client et son service. Et derrière, on a pu effectivement écrire l'ensemble de ces procédures. Qu'est-ce que la prochaine étape? Et la prochaine étape, c'est ISO 27. On est sensible aux données que nous touchons de nos clients. Et on se dit que la RGPD n'est pas entérinée par un tampon et que la norme ISO 27000 qu'on a commencé à travailler avec notre partenaire permettrait de couvrir la protection des données de nos clients et celles qu'on manipule. Vous m'avez parlé d'un enjeu de réduction d'énergie aussi. Oui, voilà, c'est le deuxième axe après le MSSP, donc autour de la sécurité. Le IT Green, on travaille avec Entrepreneurs pour la planète, donc Christophe Caille qui est le fondateur, sur des méthodes pour calculer le rendement énergétique des solutions techniques qu'on va pouvoir proposer à nos clients, les sensibiliser sur ce que ça consomme, premier axe. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est matériel recyclé. Et pour ça, on va travailler avec Ecoder, une association d'économie solidaire et nationale qui nous vend du matériel recyclé. Merci beaucoup Jean-Benoît. Merci Johan. Bonne continuation. Merci beaucoup. Je reçois Nelson Ribeiro Gomez, directeur cloud et innovation d'Efficience. Bonjour. Bonjour. Alors Efficience, c'est un MSP et vous rajoutez même multi-cloud. Tout à fait. Alors vous êtes une société parisienne. Combien de personnes? 86 personnes aujourd'hui. 85 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire un MSP multi-cloud? Un MSP multi-cloud finalement c'est un ex-infogéreur, hein. Le nom MSP est devenu beaucoup plus sexy maintenant. Notre enjeu étant de pouvoir faire évoluer les systèmes d'information de nos clients, quelle que soit finalement la plateforme sur laquelle ils sont hébergés. C'est vraiment là le cœur de notre enjeu, et de pouvoir faire grandir justement ces clients-là dans cet esprit. Vous-même, vous utilisez des outils, ce sont des outils propres ou ce sont des outils packagés du marché? Alors, ce sont des outils packagés du marché, hein. On fait vraiment super attention quand même aux choix que l'on fait. Pourquoi? Justement parce qu'on souhaite avoir une espèce de centralisation finalement, de la supervision et de l'accompagnement de l'ensemble de ces plateformes-là pour un seul et même client. Alors, 2021, vous me dites que la croissance est là. Qu'est-ce qui tire cette croissance? Alors, il y a deux grandes raisons qui ont tiré notre croissance. La première, c'est évidemment notre forte spécialisation technologique autour des technologies cloud, notamment celle de Microsoft, pour lesquelles on a pris un grand virage il y a maintenant 2 ans. Et on est devenu un des acteurs, je dirais, majeurs de Microsoft sur cette partie-là pour le segment du SMB. Ça, c'est le premier grand facteur. Le deuxième grand facteur est, je dirais, la réorganisation de notre business model. On a fait évoluer notre façon de vendre, notre façon d'accompagner les clients via une approche totalement digitale. On a notamment créé un site qui s'appelle Efficience Click and Shop, basé sur une stratégie d'inbound marketing pour aller attaquer ces clients du SMB de façon totalement personnalisée, en répondant à des besoins à la fois d'achat-revente de matériel, mais aussi de services associés. Et ces deux spécialisations combinées ont fait que 2020 est une très bonne année. 2020 était une très bonne année. Donc voilà, c'est une révolution ça, cette approche marketing. Ça Tout date de quand? Ça fait 12 mois maintenant.
12 mois. Et Ouais. vous continuez à mixer le négoce et les services. Complètement. Ça représente quoi, le négoce encore? Le négoce sur le chiffre d'affaires d'Efficience, c'est 30-35% à peu près. D'accord. 70% est Sur un chiffre d'affaires de 13,2 millions d'euros. D'accord. Voilà. Combien de clients? Aujourd'hui, en base installée, un peu plus de 280 clients. Société parisienne, hein, on l'a dit. Absolument. Volonté de s'étendre? Alors, j'ai envie de dire, le cloud n'a pas de frontières. Donc, globalement. C'est du remote? Alors, beaucoup de remote. C'est vrai que depuis qu'on a développé fortement notre activité cloud public, on s'est vu attaquer des clients sur l'ensemble du territoire français, mais aussi sur l'Europe et dans le monde entier. On ne va pas s'arrêter là. Après, c'est vrai que localement, on a envie aussi de s'implanter en région, toujours dans cet esprit d'aller attaquer un SMB local très actif, très présent. Donc oui, en effet. Là, vous dites, votre difficulté, c'est réinventer votre organisation de travail. Ouais. C'est lié au Covid ou c'est une nécessité imposée par les clients? Non, c'est intimement lié au Covid. On a des ressources qui sont en délégation chez des clients. Cette année Covid a été assez complexe parce que impossible justement de se rendre chez les clients. Donc il a fallu réinventer leur métier, les faire monter en compétences, les positionner sur de nouvelles technologies, sur de nouveaux pans de marché. Ce qu'on a, je trouve, réussi à faire, c'est presque un tour de force parce qu'on a réussi à le faire en l'espace de 6 mois et on a repositionné des personnes sur des nouveaux métiers qui nous permettent aujourd'hui d'assurer notre croissance. On va même parler de management à distance. Oui, tout à fait. C'est une des briques en effet majeures que l'on a mis en place et qu'on a, je dirais, standardisé. Ça marche comment ça? Ça marche comment? Ça marche par beaucoup d'incentives, beaucoup de relationnels, encore plus même de relationnels paradoxalement que lorsque les gens sont en présentiel. Beaucoup d'accompagnement, de montée en compétences et de formation. Alors vous avez des nouveaux partenaires. Ouais. Votre liste de partenaires continue de s'étendre, notamment dans la cybersécurité, mais également dans le cloud. Oui, alors cloud, cybersécurité, on est en train d'en faire vraiment un couple majeur et gagnant de notre stratégie technologique. J'ai cité Microsoft, qui reste le fer de lance partenarial chez Efficience. On va continuer de grandir avec eux. On a des enjeux avec eux et des objectifs qui sont extrêmement élevés. Dans notre esprit MSP Multicloud, évidemment, on ne va pas s'arrêter à Microsoft, bien leur déplaise malheureusement, c'est la vie. On est en train de travailler avec AWS pour commencer à bosser avec eux. On est en train de voir quels sont les atomes crochus qu'on peut avoir et quel pan de business on peut faire grandir. Et côté cybersécurité, on monte en compétences en interne. C'est pas une mince affaire, évidemment. Hein. On vient pas de la cybersécurité. Néanmoins, on se doit, nous, de proposer une valeur ajoutée sur ce niveau-là. Donc on monte en compétences en interne et ensuite on a conclu des partenariats forts avec des Fortinet par exemple et avec un partenaire spécialiste cybersécu qui nous accompagne dans nos démarches MSP, service manager, évolutivité justement d'un système d'information d'un point de vue cybersécu. Un prestataire local. C'est ça, un prestataire parisien. Là vous lancez une nouvelle marque, Cloud Panther. Ouais. Qu'est-ce que c'est? J'en suis méga fier et presque touché parce que c'est la première fois que j'en parle aujourd'hui. Efficience a historiquement une activité d'hébergement. On a fait un spin-off de cette activité d'hébergement qui est devenue la société Cloud Panther. J'ai la chance et l'honneur d'en être le président. On lance la marque dans 1 semaine et demie, 2 semaines, le site web, les offres. Et l'idée, l'enjeu même de Cloud Panther, c'est de proposer un hébergement multi-cloud à très forte valeur ajoutée au segment du SMB sous la forme d'un abonnement téléphonique comme on peut avoir chez Orange ou SFR. C'est noté. Merci beaucoup Nelson. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci.
Je reçois Gilles Perrault, directeur général de Coesio. Bonjour Johan. Bonjour. Alors, Coesio, ex-Cepro. Oui. C'est l'actualité. Vous venez de changer de marque. Et à cette occasion, vous avez finalisé la réorganisation du groupe. En 2 mots, vous avez concentré? Oui, donc on a désormais une organisation en 12 entités régionales qui collent à peu près aux régions administratives. Donc que ce soit PACA, Occitanie, Aquitaine, Île-de-France, Aura, etc. Ces entités donc sont d'origine essentiellement impression et s'adressent à une clientèle donc PME. Et à côté de ça, on a une organisation avec 4 entités transverses qui sont Corporate IT, donc qui résulte de la fusion Quadria Ausilog, Managed Services pour les services managés, Data Solutions pour les solutions de gestion et Networks pour les réseaux. Voilà. Alors, on va peut-être quand même rappeler la taille du groupe. Taille du groupe, donc dernier compte consolidé 648 millions d'euros de chiffre d'affaires. Nous sommes 2700 personnes aujourd'hui. Et on a voilà, une prévision pour l'exercice en cours à 750 millions. Et donc Coesio Corporate, qui est l'ex-Quadria, ça représente quoi aujourd'hui? Alors ça pèse environ 200 millions, hein, donc suite à la fusion avec Ausilog qui a apporté 25 millions, essentiellement dans le print. Donc Corporate IT, c'est vraiment la clientèle plutôt grand client, collectivité et ETI, quoi. Alors, vous avez passé une année 2020 un petit peu compliquée comme tout le monde, quoique les postes de travail se sont très très bien comportés. Oui. C'est les serveurs qui ont été un peu plus compliqués et 2022 se présente bien. Oui, c'est l'avantage des phénomènes de pénurie finalement que l'on vit en ce moment, c'est que pour la première fois dans cette industrie, on a de la visibilité. Hein. C'est-à-dire que dans le business transactionnel jusqu'à présent, c'était trimestre après trimestre qu'il fallait aller gagner les affaires. Et là, on est à peu près sûr que 2022 sera bon parce que les projets actuellement que l'on prend, disons, en commande, on va les exécuter sur 2022. Et voilà, il y a un délai quand même de... Quel ordre? Ouais, 6 mois. C'est ça, 6 à 9 mois aujourd'hui. Hein. Donc en fait, oui, donc on a de la visibilité sur le premier semestre déjà 2022. Hein. Voilà. Oui, parce qu'on parle de 2022, mais 2021 aussi, c'est une reprise. Oui, 2021. Alors 2021, c'est suivant les segments, ça va être une évolution différente sur les PC en fait. On a eu une très grosse année 2020. Bon, sur Quadria, donc Corporate IT, on a fait plus 30% par rapport à 2019. Donc évidemment, si on compare 21 à 20 avec les pénuries, on risque d'être soit flat, soit légèrement en dessous. Et par contre, sur les marchés d'infrastructure, où 2020 a été finalement faible parce que les investissements des clients se sont concentrés sur le poste, sur la mobilité, sur la sécurité, sur le marché de l'infra, 21 est meilleur que 20. Voilà. La réduction, enfin la baisse était de quel ordre sur les infras? C'était moins. Alors j'ai souvenir de moins de 13% effectivement sur le marché infra l'année dernière. Alors vous avez un projet marquant, c'est la construction de l'entrepôt énergie positive. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Alors ça c'est donc le bâtiment Éole qui a été construit qui est d'ores et déjà opérationnel depuis 1 an, qui a pour vocation principale la deuxième vie des matériels d'impression. Donc plutôt que de les mettre au broc, désormais on les reconditionne. Voilà, nous-mêmes, on change les pièces d'usure et on les fait partir pour une deuxième vie de 4 ans. Finalement, un matériel d'impression, ça peut vivre 8 ans et pas 4, hein, donc c'est dans l'air du temps. Les acheteurs publics sont même obligés maintenant de commander au moins 20% de matériel de seconde vie dans les nouvelles consultations. Ça a été ça le déclencheur? Ça a été le légal? Non, parce que pour une fois, on a été visionnaire. On a lancé Éole le projet il y a 3 ans déjà, et le bâtiment est maintenant sorti de terre depuis 1 an. Et c'était vraiment une volonté d'être précurseur en matière environnementale, parce que quand on a investi dans Éole, quelque part on ne savait pas vraiment ce qu'on allait en faire, hein, du point de vue opérationnel. C'était un gros investissement dont la rentabilité n'était pas assurée, et aujourd'hui c'est pile poil dans les préoccupations du moment, quoi. Et vous parlez d'écologie profitable, vous dites c'est possible? D'écologie profitable, oui, parce que le modèle économique, donc il était déjà équilibré avec la seconde vie et la récupération des pièces détachées, parce que quand les matériels ne sont pas en assez bon état pour être conditionnés, on récupère des pièces détachées à l'intérieur quand même.
Donc on optimise vraiment la récupération des matériels d'occasion. Et s'ajoute à ça le fait que désormais il y aura un marché de la seconde vie qui sera important. Donc ça sera profitable. Ça sera, Il y a une deuxième phase pour EOL. Il y a d'autres projets derrière. Il y a une autre fonction pour EOL qui est l'IT. Donc c'est-à-dire que pour l'instant le marché n'est pas mûr, mais on se prépare à la gestion de la seconde vie des PC aussi. Alors le marché n'est pas mûr pour des questions de compatibilité logicielle. C'est-à-dire aujourd'hui vous récupérez un PC qui a 4 ans ou 5 ans, vous ne pouvez rien en faire. Bon. Mais les constructeurs, HPI notamment, mais les autres aussi, réfléchissent pour les prochaines générations de PC et bien sûr à travailler sur la seconde vie des matériels informatiques également, quoi. Alors je reviens un petit peu sur les infrastructures. Une des nouveautés, on peut dire de cette année, mais vous me dites que ce n'est pas vraiment une nouveauté, c'est le HP GreenLake, donc la capacité finalement de vente de commercialisation de l'infrastructure. Un modèle qui va écraser les autres. J'imagine que l'objectif c'est de recruter. Oui, c'est devenu une vraie préoccupation, bien sûr, pour toutes les entreprises de l'IT. Depuis environ un an, il y a une grosse pression sur la disponibilité des compétences. La pénurie, elle n'est pas que sur les matériels. Donc, Great Place to Work fait partie de toutes les démarches qu'on met en place pour valoriser la marque employeur. C'est quelque chose de critique aujourd'hui pour toutes les sociétés du secteur. Ce sera pour quand ? Alors, on a fixé l'objectif d'être certifié tout le groupe en 2024 en fait. Donc on ne s'est pas fixé un objectif de très court terme. Aujourd'hui la région Rhône-Alpes est certifiée depuis 9 ans. Mais passer à l'ensemble du groupe, évidemment, c'est une autre échelle. Donc on a dit 2024, mais bon, vous nous connaissez un peu, on va essayer de faire ça avant, quoi. Gilles, merci beaucoup. Merci Ivan. Change your heart. Look around you. Like the sunshine. Change your heart. Je reçois Laurent Edieu, directeur de la division Salon IT et directeur d'IT Partner. Bonjour Laurent. Bonjour Joanne. Alors comment s'est passé cet IT Partner Waouh. 2022 2021, oui. J'attends avec impatience 2022. Bon. Comment ça s'est passé un soulagement avant tout, là, à chaud. On est encore à 2-3 heures de la fin du salon, donc un soulagement parce qu'il y avait énormément d'inconnus. La toute dernière en mars 2019. Voilà, donc 2 ans et demi. Comment ? Il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi, exactement. Même si on était presque à l'ouverture en 2020, on ne l'a pas fait. Donc un soulagement parce que, comme n'importe quelle activité, c'est une machine, elle ne fonctionne pas qu'avec un élément, c'est une association d'un certain nombre de prestations. On avait perdu la main quant à l'action, oui. Oui, on peut le dire. On avait perdu la main. On ne pouvait pas exercer notre métier. On l'avait en tête. On avait l'envie, mais on ne le faisait pas. Donc oui, tu as raison de le dire comme ça. On avait perdu la main. Et comme on ne le fait pas seul, d'autres l'avaient perdu aussi, oui, bien sûr. Les prestataires. Les prestataires qui sont très importants. Un salon, c'est un moment physique, même s'il y a eu beaucoup d'initiatives digitales. Je parle de salon en digital parce que tout ce qui est après, comme vous le faites vous très bien, du contenu, de l'émission, de l'information en ligne. Nous, les salons, c'est du physique. Les tentatives d'organisation de salons digitaux ont été tentées. Ça a été très courageux, mais n'ont pas satisfait. Donc un salon, c'est physique, il y a une phase bâtiment, donc c'est de la prestation avec des gens qui montent des stands. Voilà, passons les détails. Et c'est une activité qui a été mise en sommeil. Je parlais de coma artificiel aussi, au regard des conditions économiques qui ont encadré notre activité pendant de très longs mois. Et tout d'un coup, on a une fenêtre au printemps 2021 et on la voyait ouverte pour la rentrée. Et on s'est mobilisé, nos clients étaient en attente. Et il a fallu en quelques mois, juin, juillet, septembre, je laisse août de côté, le faire. Il a fallu finalement aller beaucoup plus vite que d'habitude.
Exactement, beaucoup plus vite. J'avoue que je passerai pas beaucoup de temps sur l'analyse de. On va pas travailler comme ça l'année prochaine, mais c'est derrière nous, tant mieux. Mais ça a été différent. Ouais. Alors, la participation est au rendez-vous, j'ai l'impression. Alors, elle n'est aujourd'hui. Bon, on va communiquer très vite des chiffres, le temps de faire l'analyse, mais on a effectivement une tendance qui est très satisfaisante. On ne sera pas à la hauteur de ce qu'a été l'édition 2019. En termes de représentativité, au-delà de la qualité, tout le monde n'est pas là, bien évidemment. Il y a des marques qui n'ont pas exposé et il y a des visiteurs qui ne sont pas venus. Voilà. Mais ça s'est pas vu, enfin ça s'est pas senti. Il y avait vraiment une impression de monde comme les éditions précédentes. Oui, c'est vrai que alors, c'est pour ça qu'on parlait de soulagement au début, parce que de voir cette densité à laquelle tu fais référence, effectivement, a tout de suite rassuré. Maintenant, si on creuse, et ce qu'on va faire un peu les chiffres, on ne retrouvera pas nos chiffres de 2019. C'est notre objectif pour 2022. Alors ce qu'on a retrouvé, c'est l'envie, c'est la satisfaction, impression, premières impressions. Premières impressions très positives, plein de témoignages, de la satisfaction de se retrouver. Vous, acteur central du marché, d'être là, de rencontrer tous vos contacts, vous les avez vus, au regard de la manière dont ils ont parlé de leur activité, de leur actualité, des opportunités qu'il y a. Donc c'est un marché très dynamique, très riche. On en a beaucoup profité aussi, faut le reconnaître. Moi, si j'avais à organiser un salon aujourd'hui dans l'univers des discothèques, j'aurais un peu de mal. Pardon de prendre cet exemple avec tout le respect qu'on doit à tous les métiers. Mais le marché de l'IT est un marché qui a particulièrement performé, tout naturellement. Donc il y avait beaucoup de choses à dire, à se partager, et ça s'est passé ici. Voilà. Alors, un petit mot sur les consignes sanitaires. Ça n'a pas été trop compliqué de prendre tout en compte? Non, parce que ça s'est amélioré. On l'a suivi au quotidien, au fur et à mesure que dans nos vies de tous les jours, on a vu les choses évoluer. Donc on a pu mieux vivre un salon en évitant. Alors il y a toujours des contraintes, le port du masque. Je suis pas un bon exemple là, à l'instant, mais le port du masque, ça la a été distance. respecté dans l'ensemble. Oui. On voit tout le monde porte le masque. Absolument, dans les allées en circulation. Il y a Beaucoup plus que d'autres éditions. Oui, que j'ai pu oui, absolument. vivre il y a quelques semaines encore. Oui. Bon, tant mieux. On l'a fait savoir. On n'a pas été trop autoritaire, mais les gens sont bien. En fait, je pense que c'est du bon sens. C'est du bon sens, et nous, on n'est pas là pour materner, pour corriger. Les réceptions ont pu se tenir, le côté festif. Il y en a eu beaucoup, Il y en a eu beaucoup, plus que d'habitude, non? Tout à fait. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on n'était pas sûr qu'on puisse les tenir, mais fort heureusement, les contraintes ont été simplifiées de ce point de vue-là. Donc il n'y a pas si longtemps, on pouvait pas faire autrement que d'être servi à table. Aujourd'hui, on peut boire un verre, piocher dans une assiette. Bon voilà, donc le cocktail élément important de la convivialité a pu se tenir. Alors, prochaine édition, apparemment, ce sera encore décalé par rapport à au rythme habituel. Oui. Plutôt juin, c'est ça? Exactement. On vise le rythme habituel pour 2023, pour mars 2023. Demain, on est le 1er octobre. À mars 2022, trop court pour les entreprises. Donc, on a une étape en 2022, encore de décalage sur juin, mi-juin, et retour en mars en 2023. Merci beaucoup, Laurent. Merci à vous. Et bravo pour votre belle prestation. Bonne fin de saison. Merci.